Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Chers spectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission d'Enjeu. Aujourd'hui, nous avons différents points que nous allons partager avec vous, dont premièrement, le point sur les chefs coutumiers qui sont tués à l'est de la République démocratique du Congo. En deuxième point, il y a un rapport confidentiel de la MONUSCO qui établit que Mamadou Ndala a été tué en présence des agents de la MONUC. Donc nous allons développer ce point-là. Nous allons parler du M23 qui dément catégoriquement les allégations de l'ONU qui dit qu'il y a résurgence de leurs activités. Qui croire? Alors nous allons en débattre. Et enfin, pourquoi un silence assourdissant du gouvernement congolais face aux exactions du M23? En troisième point, nous allons parler de la traque de l'opposition. Toute personne qui tend à présenter un discours contraire au pouvoir de Kabila est systématiquement arrêtée, voire éliminée. En quatrième point, nous allons parler du M23 avec la procédure d'amnistie qui a été votée par le Sénat congolais. Nous aimons savoir pourquoi tant de faveurs au M23 et pourquoi, de l'autre côté, les Congolais, eux, ne sont pas amnistiés. Pourquoi les opposants congolais restent croupir en prison et pourquoi ceux qui ont du sang dans les mains ont plus de faveurs aux yeux du gouvernement congolais. Enfin, pour terminer, nous allons parler des événements du 30 décembre. Depuis qu'il y avait une commission d'enquête, nous n'en entendons plus parler, nous n'avons plus aucune nouvelle. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que cette commission a été enterrée? Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà, je pense que nous avons matière aujourd'hui à débattre et nous allons sans plus tarder commencer. Papa Henri, bonjour. Bonjour Géno. Selon un rapport confidentiel de la MONUSCO, le colonel Mamadou Ndala a été assassiné en plein jour, sous le regard impassible de casques bleus népalais, lesquels ont manifestement reçu l'ordre de ne pas intervenir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce n'est pas la première fois que les casques bleus sont accusés de passivité, mais il est vrai que ce qu'il y a de nouveau, si l'on se réfère à ce rapport que je n'ai pas vu personnellement, mais dont on connaît quelques passages, on aurait intimé l'ordre à ces gens de ne pas intervenir. C'est bien un rapport de l'ONU qui confirme. Voilà, MONUSCO, un rapport interne probablement, mais attendons qu'il sorte officiellement. Mais bon, là nous en avons quelques bribes, mais il faut quand même se rappeler qu'en 2012, à quelques heures de la chute de Goma, les soldats de la MONUSCO avaient déjà laissé entrer dans l'aéroport de Goma les éléments du M23 officiellement pour ne pas envenimer la situation. Alors, est-ce que ces casques bleus n'ont pas voulu se mêler de cette embuscade, puisque c'est comme ça que cela a été présenté, interne, pour ne pas provoquer une escalade? Tout est possible. Mais ce n'est pas la première fois, effectivement, que la MONUSCO est en contradiction, pour ne pas dire en décalage, avec l'objet même de sa mission, voire de son mandat, tout simplement. Et là-dedans, on dit que, dans ce rapport-là, on dit que le précité rapport intègre les données relatives au balayage satellitaire permanent du secteur visé. Tout à fait. Alors, il faut préciser les choses. Il se trouve que la partie est de la RDC, ainsi que la Corne de l'Afrique, et partant de là l'Afrique orientale, est connue pour être une zone particulièrement surveillée par les satellites qui sont en orbite géostationnaire. Pour des raisons que vous pouvez aisément deviner. Contrôle de frontières? Entre autres choses, mouvement de troupes au sol, et puis bon, il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte, je ne vais pas vous les révéler, vous les connaissez, mais enfin, il y a aussi le fait que depuis quelques semaines déjà, il y a eu la mise en service des fameux drones de la MONUSCO qui officiellement devaient prévenir tout risque d'attaque, pour ne pas dire de recrudescence
des hostilités. Je vous informe par ailleurs que l'un de ces drones s'est écrasé aujourd'hui. Oui, nous avons appris... Voilà, donc ce mercredi 15 janvier, un des 2 drones mis en service par la MONUSCO s'est écrasé. Je ne pourrais pas vous dire si c'est à cause de la chaleur des tropiques, mais en tout cas, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour la MONUSCO qui va, à mon avis, devoir pourvoir à son remplacement. Ben, allons plus loin. À quoi sert la MONUSCO au Congo à l'heure actuelle? Alors, bon, ne serons pas excessifs. Disons que la MONUSCO a tout de même son utilité. J'aurais quand même vous rappeler que c'est par la résolution 1273 qu'elle a été instituée en 1999. À titre personnel, j'ai notamment contribué à la préparation du SOFA, ce que l'on appelle le SOFA, c'est-à-dire l'accord de siège installant la MONUSCO, à l'époque la MONUC, au Congo. Et donc, il faut savoir qu'au départ, c'était une mission d'observation qui ne faisait que s'interposer entre belligérants. Alors, pendant 14 ans, bientôt 15 ans, je rappelle que cette année, nous allons fêter les 15 ans de la MONUSCO, eh bien, son mandat a évolué en fonction de la situation sur le terrain. Mais il est vrai que le mandat offensif de la MONUSCO, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été considérablement renforcé par la résolution 2098 qui a été adoptée le 28 mars 2013. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. C'est vrai que nous leur reprochons beaucoup de choses. Ils ne sont pas là non plus pour se substituer à la capacité des autorités congolaises à restaurer l'autorité, parce qu'ils ont toujours dit que même s'ils apportaient une aide militaire, il appartenait à l'État congolais d'organiser une armée digne de ce nom. Mais alors, je rebondis sur ce que vous dites. Pourquoi la mission onusienne continue-t-elle de cultiver l'ambiguïté en RDC? Parce que dans la plupart des situations où elle est engagée, elle est d'une certaine manière mal prise. C'est-à-dire elle agit soit trop tôt, soit trop tard. Et dans les 2 cas de figure, ça crée des drames et des difficultés supplémentaires. Ce qui fait que la MONUSCO, aujourd'hui, est obligée, dans une certaine mesure, d'anticiper. Par exemple, la brigade d'intervention avait commencé à mener des opérations préventives, de ratissage, de ciblage sur des sites qualifiés d'hostiles. Cela a permis, évidemment, au FRDC de pouvoir progresser considérablement. La plus grande manifestation de cette volonté de puissance de la MONUSCO, ça a été évidemment la débatte militaire du M23, mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel de la mission de la MONUSCO consiste à accompagner les autorités congolaises dans le processus de consolidation de la paix. Et qu'en est-il de l'enquête de FRDC concernant la mort de Mamadou Ndala? Alors, je suis tout aussi perplexe que bon nombre de nos amis internautes, pour vous dire que à l'heure actuelle, on a l'impression que l'enquête piétine. Nous savions déjà qu'au cours de ces derniers jours, le gouvernement avait une fâcheuse tendance à modifier sa perception du drame, pour ne pas dire de l'assassinat. Mais il est vrai que l'implication d'éléments incontrôlés des FRDC, mais ayant agi sur ordre, évidemment, plonge tout le monde dans, j'allais dire, la perplexité, mais surtout dans l'inquiétude, dans la mesure où, à l'heure actuelle, c'est vrai que nous n'avons plus eu d'informations tangibles à ce sujet. On a l'impression qu'on annonce une enquête avec un grand renfort de publicité, mais que très vite le soufflet retombe parce qu'il y a une diversion qui s'opère au moment le plus opportun. Du fait que cet ordre viendrait du sommet de la hiérarchie, d'assassiner Mamadou Ndala, il n'y aurait pas une sorte de psychose maintenant qui s'est installée au sein de la hiérarchie militaire congolaise, parce que chacun peut se demander à juste titre à quand son tour. Oui, une psychose, une paranoïa, une dégradation du climat, notamment avec des suspicions qui sont bien évidemment toutes légitimes. Il faut savoir à ce sujet que, outre le fait qu'il ait été effectivement assassiné, l'absence du chef de l'État aux funérailles de Mamadou Ndala a renforcé cette méfiance et cette suspicion. Et donc c'est un très mauvais message qui leur a été envoyé. J'ajoute en substance que la victoire acquise face au M23, aujourd'hui on n'en parle pratiquement plus. Quand on sait qu'il y a l'amnistie qui va leur être accordée, on ne peut pas dire que les FRDC soient véritablement
heureux de la tournure des événements. Mais nous allons revenir à ça. D'accord. Je voulais quand même qu'on puisse parler d'un point très important qui se passe, c'est celui-là des chefs coutumiers qui sont assassinés. Est-ce que vous êtes au courant? Parce qu'on Oui, en a parlé. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière tous ces assassinats? On a dénombré à l'heure actuelle 5 assassinats de chefs coutumiers en 6 mois. En 6 mois, bon, c'est quand même énorme. C'est énorme dans une zone potentiellement volatile et dangereuse. Je rappelle que cette allure, il n'y en aurait plus au Congo. Voilà, c'est une zone qui se trouve, écoutez, entre l'Ouganda et le Rwanda. Alors, plusieurs hypothèses circulent à ce sujet. Les uns parlent d'une entreprise systématique de liquidation des chefs coutumiers pour les remplacer par des individus non autrement identifiés qui viendraient pour le coup exercer une sorte d'autorité pour le compte de tiers, qui seraient eux pour le coup localisés soit au Rwanda, soit en Ouganda. Les autres parlent, et ça c'est la deuxième hypothèse, de règlement de compte entre chefferies, où là évidemment les enjeux fonciers sont énormes. Et puis évidemment, il y a une troisième thèse, c'est qu'on élimine en fait systématiquement des gêneurs, c'est-à-dire ceux qui empêchent éventuellement certains groupes armés de vaquer tranquillement à leurs occupations, de massacres, de pillages, etc. Alors quel pouvoir ont les chefs coutumiers pour empêcher ceux qui ont à tous ces groupes armés de vaquer tranquillement à leurs occupations? Alors, que peuvent faire les chefs coutumiers? C'est transmettre l'information, acquis de droit. Bon, ce n'est pas toujours évident, et heureusement qu'il y a le travail qu'il nous faut saluer ici de la société civile qui peut, par des alertes ponctuelles, prévenir en fait acquis de droit pour prendre les mesures qui s'imposent. Malheureusement, il y a un trop grand décalage, un trop grand retard entre la transmission de l'information et les mesures qui peuvent être prises pour précisément prévenir ce type de drame. Donc on a plutôt l'impression à l'heure actuelle que nous avons une multiplication de zones de non-droit vers lesquelles apparemment l'État congolais éprouve le plus grand mal pour y restaurer son autorité. Mais à qui bénéficie, qui profite de la mort des chefs d'État, des chefs coutumiers? Est-ce que ça ne serait pas des ordres venus de l'extérieur qui sont, je veux dire... Mais il y a plusieurs bénéficiaires potentiels. Il y a d'abord les chefs coutumiers qui, eux, peuvent tirer profit de l'affaiblissement d'une chefferie pour y étendre leur influence. Il y a les groupes armés qui vaquent à leurs occupations, c'est un euphémisme, mais qui malheureusement pillent, violent, etc., et qui ont besoin d'avoir des interlocuteurs plutôt dociles. Il y a évidemment ceux qui opèrent pour le compte de tiers à l'étranger et qui ont une volonté d'y instaurer un nouvel ordre ou tout simplement d'y implanter des colonies. Ce sont véritablement des... Je viens de vous donner la liste des personnes ou des gens qui potentiellement peuvent tirer profit d'une telle situation. Mais comment ils pourraient tirer profit dès l'instant où la population s'enfuit et quitte, déserte les terres où ils habitent? Ils profitent surtout de la faillite et de la carence de l'État dans cette partie du territoire. Ce sont des zones qui sont livrées en pâture. Mais les populations sont utilisées comme main-d'œuvre. Elles sont utilisées comme main-d'œuvre. Alors, c'est paradoxal. C'est peut-être pour prendre les territoires. Ces gens qui viennent et qui s'adonnent à toute une série d'activités ont besoin de main-d'œuvre. Alors, vous avez au sein de la population des gens qui, contre mauvaise fortune, font bon cœur en acceptant de collaborer parce que parfois il y va de leur propre vie ou de leur propre survie. C'est une situation qui est quand même assez paradoxale. Il n'y aurait pas derrière ça un nouveau repeuplement des populations? Je l'ai dit tout à l'heure, une des hypothèses, c'est effectivement une stratégie de repeuplement ou d'implantation de colonies qui se ferait d'abord via l'élimination physique de chefs coutumiers qui, eux, bien évidemment, étant les dépositaires fonciers de toute une série de chefferies ou d'ethnies, peuvent se mettre sur le chemin ou en tout cas en porte-à-faux par rapport à ces gens-là pour les empêcher de mener à bien leur entreprise. Le M23 dément catégoriquement les allégations de l'ONU selon lesquelles il y aurait une résurgence de cette rébellion. Qui croit? Je me suis toujours demandé si au sein du M23 il y avait des dentistes.
de formation, parce que je trouve que ces gens mentent comme des arracheurs de dents. Alors, il est bien évident que la parole du M23 est sujette à caution. Je ne vous rappelle pas le nombre d'engagements pris par ce mouvement rebelle et reniés dès que l'encre de la signature a séché. Tout cela n'est pas très sérieux. Il y a effectivement des indices concordants, un faisceau de présomption, des éléments matériels et tangibles. Alors ils ont beau demander à ce que l'on produise ces preuves, nul n'est dupe. Nous savons que depuis plusieurs semaines, on réinjecte sur le territoire congolais des éléments résiduels du M23. Les uns ayant trouvé refuge en Ouganda, les autres au Rwanda. Mais ce qui est nouveau, c'est que d'après certaines informations qui nous ont été communiquées par les sociétés civiles, notamment dans la partie, dans la province de l'Équateur, il semblerait que quelques-uns de ces éléments soient venus de Centrafrique. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Alors, je vous rappelle quand même que plus de 50 000 Centrafricains ont trouvé refuge à l'Équateur, au moment où les Bororo reviennent encore dans la province orientale, au moment où l'État congolais, pour l'instant, ne semble pas avoir pris la mesure, l'extrême gravité de la situation, pour pouvoir prendre justement les dispositions qui s'imposent pour éviter un nouveau drame. Mais comment expliquer que le M23 viendrait de Centrafrique? C'est incompréhensible. Non, c'est pas incompréhensible. Ou soit on veut dire que c'est les militaires, peut-être rwandais, ougandais, qui sont là-bas. Les militaires rwandais n'ont pas encore été dépêchés en Centrafrique. Ils le seront dans quelques jours. Ça a été annoncé par la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Non, non. Il y a une très forte mobilité des groupes armés en RDC. Je dois quand même vous rappeler que la RDC est devenue en 15 ans le dépotoir et la base arrière de beaucoup de groupes. Et comme certains de ces groupes sont de temps en temps mis en débandade, ils se réorganisent, tissent des alliances parfois contre nature, et vous les retrouvez aux quatre coins du territoire. Cela n'est pas du tout surprenant. On peut aussi, par l'absurde, imaginer que avant la reddition, la pseudo-reddition du M23, certains ont pris la poudre d'escampette en allant se réfugier ailleurs, attendre leur heure et revenir pour évidemment s'adonner à leur activité favorite, c'est-à-dire traumatiser les populations, piller, massacrer, etc. Mais ces rebelles sont quand même au service de certains États qui les dirigent, les commandent et qui les... Oui, mais on peut aussi imaginer que certains soient devenus incontrôlables et opèrent pour leur propre compte. Ça s'est déjà vu. Ok. Et donc, nous passons au troisième point. La traque à l'opposition est ouverte en RDC. Après l'arrestation de deux cadres, l'un de l'UDPS à Mbujimayi et l'autre de l'UNC à Bukavu, c'est au tour de Vital Kamerhe d'être dans le collimateur du pouvoir. Que pouvons-nous dire à ce sujet-là? Il y a beaucoup de... Avant, peut-être, j'aimerais qu'on retourne en arrière en parlant du député de la majorité qui avait été arrêté au Kivu, et parlons de ce sujet. Il faut rappeler que ce député est issu du MSR, Mouvement Solidaire pour la République, je crois, qui était le parti fondé par feu Samba Kaputo, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et l'actuel titulaire du poste, Pierre Lombi. Donc c'est un groupe composé d'environ 28 députés, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est l'un des partis de la majorité qui a le plus de députés. Et l'un de ses membres s'est effectivement interrogé sur la stratégie militaire du gouvernement par rapport au M23. Il a été rappelé à Kinshasa, même pas, il a été mis dans l'avion, Manu Militari, et incarcéré. Le MSR a réagi vivement en, disons, suspendant sa participation à la majorité, mais 24 heures plus tard, ce parti est rentré dans le rang. C'est un parti de la majorité. Mais ça vous donne déjà une idée sur les limites de l'exercice, surtout lorsque l'on est à ce point dépendant de Joseph Kabila. Alors, pour ce qui est de la traque des opposants, il est vrai que dans le cas de Vital Kamerhe, sa conférence de presse, ou plutôt son adresse à la nation du vendredi 3 janvier, comportait un certain nombre de propos qui ont été jugés en haut lieu et par le président et par son entourage comme étant particulièrement choquants. Kuneni, quand vous écoutez cette intervention, quand vous la suivez, elle est plutôt frappée du sceau du bon sens, puisque l'intéressé, Vital Kamerhe, a ni plus ni moins demandé que toute la lumière soit faite, à la fois sur les événements tragiques du 30 décembre
et sur l'assassinat de Mamadou Ndala. Le fait qu'il ait demandé que l'on rende un hommage national à Mamadou Ndala ou que l'on érige une statue ou que l'on puisse donner le nom du colonel à une artère de Goma, je ne vois pas en quoi cela aurait dû, personnellement en tout cas, mettre Kinshasa dans cet état-là. En tout cas, le gouvernement, Joseph Kabila, son entourage, au point même que une étrange interdiction de quitter le territoire et à un moment donné circuler avant que le porte-parole du gouvernement vienne démentir l'information. Mais tout cela ne fait pas très sérieux et montre qu'à l'heure actuelle, au niveau du pouvoir, il y a une forme de perte de sang-froid et de contrôle de la situation, tout simplement. Mais que peut-on dire, puisque nous voyons que c'est toujours les mêmes méthodes qui sont appliquées aux opposants ou même membres de la majorité, mais qui ne parlent pas le langage du pouvoir en place. Il y a un danger quelque part. C'est incompréhensible. Je vais aller plus loin. La liberté, elle est bafouée. La liberté, la démocratie elle-même est bafouée au Congo depuis longtemps. Nous le savons. Mais dès le moment où systématiquement toute personne qui s'oppose au pouvoir de M. Kabila est systématiquement soit arrêtée, soit éliminée physiquement, et que la communauté internationale ne réagit pas, y a-t-il pas un danger pour le futur du Congo de demain? Mais il est évident qu'une absence de réaction de la communauté internationale encourage nécessairement les autorités dans leur entreprise. Il faut savoir qu'on attribue beaucoup de choses à Joseph Kabila, et je pense que ces choses-là sont amplement justifiées. Mais il y a aussi une part de choses, d'initiatives qui sont prises par des gens qui croient lui rendre service, et qui le mettent par conséquent dans une situation plutôt inconfortable. Alors, il faut savoir. Et on aussi, dit qui ne dit rien consent. Qui ne dit, effectivement, on est bien d'accord, mais ces gens-là ne rendent pas un bon service à Joseph Kabila. On aurait pu penser que ce qui s'est passé le 30 décembre et ce qui s'est passé avec Mamadou Ndala aurait été l'occasion de resserrer les rangs autour d'une forme de cohésion nationale. Mais considérer que telle ou telle personnalité politique puisse monter au créneau, donner sa lecture des événements et le pointer du doigt en disant qu'il fait le jeu de ceux qui veulent justement saper la concorde nationale, c'est une erreur monumentale. Je pense que le gouvernement gagnerait à ce que sa paranoïa puisse diminuer. Ça se soigne, hein, je le dis, ça se soigne. De la même manière, on ne peut pas comprendre que l'on continue à persécuter des personnalités de l'opposition. À Mbujimaï, un cadre de l'UDPS arrêté, à Bukavu, un cadre de l'UNC. Nous avons Diomine Dongala, dont on ne connaît pas l'état de santé, mais qui est embastillé, Fernando Coutinho. Et à ce moment-là, on va adopter au niveau du Sénat une loi d'amnistie pour le M23. Cela n'est pas très sérieux. N'est-ce pas là les signes d'un fin de règne? Probablement. Mais encore une fois, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu ces 15 derniers jours, il y ait un tel durcissement du pouvoir. Ça ne s'explique pas. Qu'allez-vous dire alors aux jeunes gens? Que nous avons préféré amnistier le M23 et maintenir Diomi en prison avec Fernando Coutinho? Que nous avons préféré persécuter les opposants alors qu'ils ont la liberté de s'exprimer? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Quatrième point, le Sénat congolais a adopté en première lecture la loi d'amnistie de Kinshasa, que Kinshasa avait promise au M23 à Nairobi. Pourquoi Joseph Kabila et son gouvernement s'obstinent-ils à faire souffrir le peuple congolais? Et que cache cette nouvelle faveur des kabylistes au M23 au moment où les opposants comme Diomi Dongala, Fernando Coutinho et d'autres encore croupissent toujours en prison, et je rajouterai même l'un parmi eux, le docteur Kangou? Alors, la loi sur l'amnistie est un engagement ferme pris par Kinshasa à Nairobi vis-à-vis du M23. Dans les fameuses déclarations qui ont été signées séparément, dans celles que Kinshasa a signées, il est clairement stipulé, entre autres, qu'une loi d'amnistie serait déposée au Parlement afin de pouvoir assurer, en tout cas, l'amnistie aux éléments du M23 qui ne se seraient pas rendus coupables de crimes de guerre ou de génocide. En plus de cet engagement, il y a évidemment celui, on ne va pas revenir là-dessus, sur la conversion du M23 en parti politique. Donc c'est un engagement que Kinshasa a pris. Mais un engagement incompréhensible. Dès lors que
la représentation nationale avait exprimé les plus vives réserves par rapport à cette perspective. Je vous rappelle également que au sortir des concertations nationales, parmi les recommandations, il y avait une amnistie qui avait été proposée pour un certain nombre de personnes croupissant en prison. Grande fut ma surprise de voir que parmi les personnes libérées, il n'y avait quasiment aucun homme politique, aucune personnalité politique de l'opposition. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que cette faveur, parce que ce n'est rien d'autre qu'une faveur, va véritablement à l'encontre de la conception que l'on peut avoir sur un état de droit. Parce que cela consacre l'impunité, et surtout une forme c'est un affront, en fait, tant pour la population congolaise que pour les FRDC, qui se sont battus pour faire reculer le M23 et éradiquer la menace. Et aujourd'hui, ceux-là même qu'ils ont réussi à mettre en débandade vont revenir à la faveur d'une démobilisation, d'un désarmement, avec des plus grandes faveurs avec des plus grandes faveurs que même les membres des FRDC, quoi. Ah oui, ça de toute façon, puisque le but étant de les mélanger. Kinshasa vous dira, mais non, il n'y aura pas d'intégration dans l'armée. C'est faux, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Kinshasa n'a pas intérêt à communiquer sur ces éléments-là, parce que ce sont des éléments qui ne sont pas du tout populaires au sein de l'opinion publique. Et même le Parlement ne s'y est pas trompé. Je reproche une chose au Parlement. Une chose est de prendre position face à un problème, de dire non, pas question. Et une fois qu'on vous impose cette chose-là, vous restez en silence, vous ne dites rien, vous vous contentez d'applaudir, vous ne prenez même pas la peine, et ça s'est vu le 6 janvier dernier, au moment de l'ouverture de la session extraordinaire, vous n'avez même pas demandé l'ouverture d'un débat par rapport aux événements du 30 et l'assassinat de Mamadou Ndala. Tout est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Alors je me demande, où sont les députés? Où sont les députés? Aujourd'hui, le Sénat a adopté en première lecture ce projet de loi d'amnistie. La représentation nationale, la chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, va entériner cela. Et dans quelques semaines, eh bien, Bertrand Bissimois, Roger Lumbala viendront parader à Kinshasa. Et à ce moment-là, ils auront été lavés de tous les crimes qu'on leur accuse. Mais nous voyons déjà que l'entreprise s'y est déjà mise en route. Je veux dire, nous pouvons voir que M. Kabila, en donnant des garanties à ses alliés, je dirais l'Ouganda et le Rwanda, a déjà nommé à des postes, à des hauts postes, sans attendre les autres membres du M23, M. Bisengimana, et qui n'est pas déjà le seul, mais il fait partie d'un de ces hommes qui représente le Rwanda, qui a été déjà nommé à un grand poste. Et nous croyons savoir que d'autres vont encore intégrer toujours sur le compte du M23. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je ne sais pas vous dire si Bisengimana est membre du M23. Non, il n'est pas membre du M23, mais un représentant de la faction Tutsi. Il est vrai que son profil fait tout naturellement penser à la défense d'intérêts autres que ceux des Congolais. Bon, ce sont des signaux qui, bien évidemment, ne trouvent pas d'écho positif au sein de l'opinion publique. Si vous ajoutez à cela la perspective funeste de cette amnistie, nous sommes effectivement en droit de nous inquiéter. Et ça, très sincèrement, les Congolais n'en avaient vraiment pas du tout besoin, surtout maintenant. Tout cela donne un sentiment d'inachevé, de gâchis. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis consterné. Aujourd'hui, le gouvernement fait tout ça à découvert, donc ne se cache même pas. D'autant qu'aux dernières nouvelles, le fameux gouvernement de cohésion nationale ne verra pas le jour avant la prochaine rentrée parlementaire, c'est-à-dire avant le mois de mars. Donc il faudra encore attendre 2 mois exactement avant de voir la couleur de ce gouvernement. Le temps peut-être pour que les derniers ajustements se fassent et les derniers arbitrages, mais tout cela vous montre qu'il y a encore un certain nombre de choses qui doivent s'articuler pour que l'on puisse avoir ce fameux gouvernement. D'accord, nous allons passer au dernier point. Depuis les événements dramatiques du 30 décembre 2013, nous n'avons plus aucune nouvelle de la fameuse commission d'enquête.
L'affaire a-t-elle été enterrée? À qui profite le crime? À quand la restitution des corps des victimes à leurs familles? Ben, c'est un grand classique, on annonce des mesures et puis juste après, on crée des diversions. On est dans le même schéma, dans le même tempo. Donc, la commission d'enquête mise sur pied pour les événements du 30 décembre a probablement commencé à fonctionner dès le 31, et puis l'assassinat de Mamadou Ndala a totalement éclipsé les travaux de cette commission, si tant est que cette commission ait commencé à travailler. Pour ma part, j'en doute. De la même manière, pour Mamadou Ndala, on peut se demander si là encore, l'enquête suit son cours, parce que, comme toujours, on va nous donner toute une série d'informations qui vont tout simplement nous embrumer une fois de plus. Donc, n'attendons rien de ces commissions d'enquête-là. Les choses vont reprendre normalement et la manifestation de la vérité, eh bien, ce sera pour plus tard, malheureusement. Donc, toujours en parlant des événements du 30 décembre, nous avons la petite guéguerre qui se passe au Katanga par rapport, qui ont été évincés, parce que beaucoup d'hommes katangais ont été évincés à des hauts postes. Nous avons le cas de Ngoï Mulunda, je crois. Nous avons John Numbi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tous ces changements, ces retournements d'alliance que M. Kabila opère au sein de sa famille politique? Alors, la dernière expédition des Katanga, donc entre le 6 et le 8 janvier 2014, et qui a fait presque une trentaine de morts dans les affrontements contre les FARDC, a mis en lumière en réalité une guerre interne au clan katangais qui oppose en fait les Balobakat au Lunda. Alors aujourd'hui, d'aucuns considèrent que le dispositif sécuritaire autour de Joseph Kabila est plutôt tenu par les Lunda et qu'il y a effectivement une lutte de positionnement en prévision des élections de 2016. Donc l'objectif étant d'ici là de rendre ingouvernable la province du Katanga, avec évidemment comme objectif de neutraliser des gens qui peuvent être considérés comme gêneurs. Quand j'ai neutralisé, ce n'est pas physiquement, mais simplement les mettre hors jeu politiquement. Le gouverneur de province, Moïse Katumbi, fait partie justement de ces gens qui sont particulièrement ciblés pour être, je dirais, mis de côté. Et puis il y a la perspective du découpage territorial qui fait qu'à un moment donné, vous aurez des territoires qui seront convertis en province. Je rappelle que nous aurons le Tanganyika, le Holomani, etc., et qui verront peut-être une partie des ressources minières leur échapper. Donc c'est véritablement une guerre d'influence qui se joue, mais il y a une autre raison à cela. Mais il y a une passivité quand même de tous ces, leaders, je veux dire, katangais, parce que quelque part, tout ce qui leur arrive aujourd'hui, que ce soit les Moïse Katumbi, que ce soit les John Numbi, c'est leur propre faute, c'est eux qui sont passifs. Et alors, donc... il faut savoir qu'au sein de ce clan, il y a des sous-clans. Et ces sous-clans sont représentés par des personnalités qui incarnent une ethnie, une tribu, un courant particulier ou tout simplement une influence quelconque. Bon. Mais comme nous sommes dans une lutte de positionnement permanente, il suffit que le président de la République exprime un intérêt quelconque pour d'autres partenaires politiques pour que cela crée des remous dans son entourage ou dans son clan. Par exemple, nous savons que les concertations nationales ont été pilotées par Kengo Adondo et Oba Minaku. Kengo Adondo, il n'y a pas plus moboutiste que lui. Et donc cette part prise par Kengo Adondo en a mécontenté plus d'un, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, que faire? C'est contrarier d'une certaine manière Joseph Kabila au sein de sa propre famille politique. Je vous rappelle qu'il y a de cela quelques mois, c'était le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui était sur la sellette, et au sein de la majorité présidentielle, c'était les Katangais qui exigeaient sa tête, parce qu'ils considéraient que ce poste leur revenait de droit. Simplement, comme il y a des failles, des lignes de fracture entre ces différents clans et sous-clans, maintenant il y a une sorte de guéguerre pour essayer d'être influent auprès de Joseph Kabila et se rendre incontournable. C'est un mauvais calcul, parce qu'au final, vous avez des pertes en vies humaines, vous avez donc des victimes collatérales, et puis vous avez en filigrane un affaiblissement de l'autorité de l'État, je n'ai pas dit de Kabila, mais de l'État, qui fait que la réponse qui pourrait être apportée à cette situation
pourrait ne pas être celle qu'attendent les actuels protagonistes de ces affrontements. Donc là, pour le coup, c'est véritablement de se prémunir contre les risques d'une défaite en 2016, mais en s'assurant que l'on serait puissant et en situation de pouvoir discuter avec Joseph Kabila pour se rendre incontournable. Pour aujourd'hui, on en reste là. Merci. Merci, Jeannot, merci. Personally, personally. Esprit Voyageur, une agence de transport de personnes. Esprit Voyageur pour tous vos déplacements professionnels, personnels, seuls ou en famille, avec des horaires précis. Esprit Voyageur est là pour vous servir. Esprit Voyageur, partons ensemble.